Bienvenue dans The Debate, notre espace de réflexion où nous confrontons différentes perspectives sur des sujets, des enjeux complexes. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution technique qui a fondamentalement redéfini le sport le plus suivi au monde. Exactement. Depuis son introduction à grande échelle, disons notamment lors de la Coupe du Monde 2018, l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR, a vraiment fracturé le monde du football. C'est ça. Et la question centrale qui nous anime aujourd'hui est la suivante. La quête de la justice sportive à travers la technologie a-t-elle tué l'émotion fondamentale et spontanée du football ? Pour ma part, je défendrai la VAR comme une évolution indispensable, une évolution qui protège l'équité et la justice sportive dans notre ère moderne. Et de mon côté, je démontrerai comment la VAR abîme l'essence même du football, en détruisant sa spontanéité au profit d'une illusion de perfection scientifique. Alors, pour bien poser les bases de notre échange, il faut regarder la réalité en face. Le football a muté. C'est plus le jeu des années 70 ou 80. On parle d'une industrie mondiale, une industrie qui génère des milliards d'euros, suivie par des centaines de millions de personnes équipées d'écrans ultra haute définition. Donc mon point de départ est très pragmatique. On ne peut plus tolérer qu'un match avec de tels enjeux soit décidé par une injustice flagrante. On cite souvent la fameuse main de Dieu de Maradona en 1986. C'est du folklore aujourd'hui. Mais à notre époque, avec une trentaine de caméras braquées sur le terrain, une telle action serait immédiatement corrigée. Et c'est ce que le public, au fond, exige. La vérité. La VAR agit vraiment comme un filet de sécurité contre l'erreur humaine manifeste. C'est très logique sur le papier, mais je pense que cette vision passe totalement à côté de l'ADN même du football. Je comprends cette logique financière et télévisuelle que vous décrivez, l'exigence de rentabilité et la transparence, oui, mais le football, dans sa vision romantique et originelle, n'a jamais été conçu comme un exercice de comptabilité où chaque action doit être certifiée conforme. Ah mais... Laissez-moi juste finir ce point. C'est un sport de flux, un jeu d'instinct, un espace d'interprétation humaine. L'erreur de l'arbitre a toujours fait partie de la trame dramatique du match, au même titre que l'attaquant qui rate un penalty décisif en fait. En introduisant ce contrôle vidéo permanent, nous mettons fin à la spontanéité. Vous parlez de la fin de la spontanéité. C'est souvent l'argument principal des détracteurs. On entend tout le temps dire que la technologie vient aseptiser la passion, qu'on ne peut plus célébrer un but. Je vois pourquoi vous pensez cela. Mais laissez-moi vous donner une autre perspective. L'émotion n'est pas détruite, elle est transformée. Transformé, vraiment ? Oui. L'expérience dans le stade a changé, c'est sûr. Mais affirmer que la joie a disparu est factuellement inexact. Imaginez la scène. Vous êtes dans les tribunes lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Votre équipe marque à la dernière minute. Il y a un doute sur un hors-jeu. L'arbitre met la main à l'oreillette. Le silence se fait dans tout le stade. La tension est électrique, insoutenable. Et là, l'arbitre pointe le centre du terrain. Il valide. L'explosion de joie qui suit est phénoménale. Elle est même décuplée par le suspense de l'attente, n'est-ce pas ? J'aborde la question d'une manière différente. Car l'exemple que vous donnez illustre exactement le problème. Vous décrivez une émotion qui devient conditionnelle, bureaucratique presque. Bureaucratique. Oui, cette attente de 2 ou 3 minutes, ce silence pesant dans le stade que vous trouvez électrique, c'est en réalité une anxiété artificielle. Le football vit par la catharsis immédiate. Le frisson viscéral, c'est le bruit de la balle qui frappe les filets et l'explosion instantanée qui suit. Ce que la VAR impose, c'est une joie différée. Et une joie différée est, par nature, une émotion diminuée. Elle n'est plus organique, elle devient intellectuelle. Le joueur n'ose plus courir vers ses supporters. Il jette un regard anxieux vers l'arbitre de touche, puis vers l'écran géant. C'est une perte incalculable pour l'expérience humaine du sport. Mais ne pensez-vous pas que cette joie immédiate, si elle repose sur une erreur, est fondamentalement toxique pour le sport ? D'un point de vue éthique, une joie retardée mais juste est moralement supérieure à une joie immédiate mais volée. Comment justifier l'euphorie d'un stade si le but est marqué avec la main ou avec 1 mètre d'hors-jeu ? C'est une injustice infligée à l'équipe adverse. Vous parlez de catharsis, mais demandez aux supporters de l'équipe qui encaisse un but illégitime ce qu'ils pensent de cette trame dramatique. La frustration d'une injustice flagrante est bien plus destructrice pour l'amour du sport que la perte d'une fraction de seconde de spontanéité. Sauf que vous partez du principe que la VAR offre la justice absolue et éradique l'injustice. C'est là que le bât blesse. C'est une pure illusion conceptuelle. Une illusion ? Les images sont pourtant là. Oui, mais la promesse initiale était de corriger les erreurs claires et évidentes.
Mais regardez la réalité de la Première Ligue ou de la Ligue des Champions aujourd'hui. Nous sommes passés de la correction de l'erreur manifeste à la micro-analyse chirurgicale. On annule des buts pour des hors-jeux d'un demi-centimètre, mesurés par des lignes virtuelles tirées sur des arrêts sur image. Et techniquement, c'est même absurde. En quoi est-ce absurde de vouloir être précis au centimètre près ? Si la technologie nous permet de tracer une ligne exacte et de dire qu'un joueur est hors-jeu même d'un orteil, la règle est appliquée. Le hors-jeu est une donnée objective. C'est pas une question d'interprétation. Soit on est devant, soit on est derrière la ligne. C'est justement là que la technologie nous trompe, et il est crucial de s'y arrêter. Les caméras utilisées pour la VAR diffusent généralement à 50 images par seconde. Un joueur professionnel qui sprinte ou qui frappe le ballon se déplace extrêmement vite. Entre 2 images capturées par la caméra, le ballon peut parcourir plusieurs centimètres. D'accord, l'aspect technique. Exactement. Le moment exact où le passeur touche le ballon, ce qu'on appelle le point de contact, se situe souvent dans cette zone aveugle, entre 2 images. Donc, quand l'assistant vidéo fige l'image et trace une ligne au millimètre près sur l'aisselle de l'attaquant, il fait de la pseudoscience. On crée une certitude artificielle à partir de données intrinsèquement floues. On sacrifie l'explosion de joie d'un but magnifique pour une donnée technique qui comporte elle-même une marge d'erreur infime. C'est un excellent point technique. Et je vous rejoins sur le fait que la technologie a ses limites physiques. La perfection au millimètre près est un horizon, pas toujours une réalité absolue. Cependant, il faut regarder l'évolution globale. Avant la VAR, la marge d'erreur humaine de l'arbitre de touche sur un sprint croisé pouvait être d'1 ou 2 mètres secondes. C'est vrai. Un attaquant partait 1 mètre dans son propre camp et était signalé hors-jeu à tort, ou inversement. Aujourd'hui, on débat sur des centimètres. Même si le système de caméra à 50 images par seconde introduit une infime marge de doute, nous avons virtuellement éradiqué l'erreur d'1 mètre. N'est-ce pas un progrès spectaculaire pour l'équité de la compétition ? On resserre la fenêtre de l'injustice de manière drastique. On la resserre sur les hors-jeux, peut-être. Mais qu'en est-il du reste des lois du jeu ? Vous parliez de la VAR comme d'un filet de sécurité pour les erreurs claires et évidentes. Mais l'immense majorité des actions au football sont des zones grises. Prenez les fautes dans la surface de réparation ou les mains. Qu'est-ce qu'une main naturelle ? Quelle est l'intensité exacte d'un contact physique entre un défenseur et un attaquant lancé à pleine vitesse ? Et justement, le protocole de l'IFAB, l'organisme qui gère les lois du vœu, est très clair à ce sujet. L'arbitre de champ reste le seul décisionnaire. La VAR n'intervient que pour suggérer de revoir une image si elle détecte une potentielle erreur claire et évidente. C'est l'arbitre central qui va visionner l'écran au bord du terrain pour se faire sa propre idée. L'interprétation finale lui appartient toujours. C'est la théorie. La réalité psychologique est tout autre. Quand l'arbitre central est appelé par le camion de la VAR pour aller voir l'écran, 95% du temps, il change sa décision. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis à la pression de la technologie et de ses pairs dans le camion. L'image au ralenti est trompeuse. Le ralenti détruit la notion d'intensité. C'est vrai que le ralenti peut déformer, hein ? Un contact très léger à vitesse réelle, une main posée sur une épaule, paraît soudainement d'une violence inouïe lorsqu'il est diffusé à 1/10 de sa vitesse sous 3 angles différents. La VAR ne supprime pas la subjectivité. Elle la déplace dans une salle de visionnage stérile et elle la fausse en isolant l'action de sa dynamique réelle. Nous créons des fautes de laboratoire qui n'existent pas dans la fluidité du jeu réel. Je comprends l'inquiétude concernant le ralenti. L'utilisation excessive du ralenti peut en effet déformer la perception de l'intentionnalité ou de l'intensité. Les instances arbitrales en sont d'ailleurs conscientes et demandent de plus en plus aux arbitres de visionner les actions à vitesse réelle sur l'écran de contrôle avant de regarder les ralentis pour le point de contact. Mais restons sur l'alternative. Avant, cet arbitre prenait une décision en 1/4 de seconde, souvent masquée par un autre joueur, à 40 mètres de l'action. Ce que la VAR apporte, c'est l'opportunité d'un second regard. Refuser ce second regard sous prétexte que l'image peut parfois être mal interprétée, c'est s'entêter à valider des erreurs grossières. Les joueurs eux-mêmes le savent. Ils savent qu'ils peuvent plus tricher, simuler de manière éhontée ou agresser un adversaire dans le dos de l'arbitre. La VAR a assaini le comportement sur le terrain. C'est un argument convaincant. Mais avez-vous envisagé la manière dont elle a aussi perverti les comportements et les gestes techniques même des joueurs ? Vous dites que les joueurs s'adaptent, qu'ils ne trichent plus. Mais regardez comment défendent les joueurs dans la surface de réparation aujourd'hui. Avec les bras dans le dos. Exactement. Ils courent vers l'attaquant avec les bras collés derrière le dos, dans une posture biomécanique totalement contre nature, par terreur que le ballon effleure leurs mains et que la VAR signale un pénalty. C'est absurde. Le football est un sport athlétique où les bras servent à l'équilibre.
Nous avons forcé l'IFAB à réécrire la règle de la main à de multiples reprises depuis l'introduction de la VAR, en créant des textes d'une complexité juridique folle sur la silhouette du joueur. Tout cela pour accommoder l'œil de la caméra. C'est vrai que la règle de la main est devenue un casse-tête réglementaire, et c'est un point de friction réel. L'adaptation des défenseurs avec les bras dans le dos est visible, c'est indéniable. Mais n'est-ce pas simplement l'évolution tactique naturelle face à une nouvelle contrainte environnementale ? Les sportifs de haut niveau se sont toujours adaptés aux évolutions de l'arbitrage. Jusqu'à un certain point. Quand le tacle par derrière a été formellement interdit, avec carton rouge direct, dans les années 90, les défenseurs ont dû réapprendre à tacler. Aujourd'hui, ils réapprennent à gérer l'espace dans la surface pour éviter de donner des pénalités faciles. C'est l'intelligence situationnelle. Les attaquants, de leur côté, savent qu'ils peuvent poursuivre leur course jusqu'au bout, même s'ils sont à la limite du hors-jeu, car l'action ira à son terme avant d'être jugée. Cela favorise d'ailleurs un jeu plus offensif dans certains cas. Mais regardons l'impact de ce principe précis. Le fameux « on laisse l'action aller à son terme ». C'est l'un des effets secondaires les plus insidieux pour la fluidité du jeu. L'arbitre de touche, même lorsqu'il voit un hors-jeu évident d'1 mètre, a pour consigne de garder son drapeau baissé jusqu'à ce que l'action se termine par un but ou un arrêt. Pourquoi ? Pour laisser la VAR vérifier ensuite. Psychologiquement, c'est un déni de responsabilité. Ce n'est pas un déni, c'est une procédure de sauvegarde. Si l'arbitre lève son drapeau trop tôt, le coup de sifflet arrête les joueurs. Si, après vérification, il s'avère qu'il n'y avait pas hors-jeu, on a injustement privé l'équipe d'une occasion de but. Et c'est irréparable. En laissant l'action se terminer, on garde toutes les options ouvertes. Sauf que cela engendre des situations grotesques et dangereuses sur le terrain. Les joueurs font des courses de 40 mètres à très haute intensité. Des gardiens sortent dans les pieds des attaquants au risque d'une collision grave ou d'une déchirure musculaire. Tout le monde joue le ballon, le stade retient son souffle. Tout cela pour une action qui, dans les faits, était déjà morte au départ. L'arbitre de touche sait qu'il est hors jeu, le public sans doute, mais on joue la comédie jusqu'au bout pour satisfaire le protocole vidéo. On a dépossédé les arbitres de terrain de leur autorité naturelle. Déposséder ? Le mot est fort. Mais c'est le cas. Ils ne dirigent plus le jeu, ils l'administrent en attendant la confirmation du serveur central. Cette déresponsabilisation, cette perte d'instinct de l'arbitre lui-même modifie la psychologie globale de la rencontre. L'arbitre devient un exécutant hésitant. Je comprends votre point sur l'autorité de l'arbitre. C'est une transition difficile pour le corps arbitral, qui doit réinventer son rôle. Passer de juge absolu et incontestable à gestionnaire d'un processus collectif de décision. Mais affirmer qu'ils sont dépossédés de leur autorité me semble excessif. Les arbitres vous diront eux-mêmes, pour la plupart, qu'ils sont soulagés d'avoir cet outil. La pression psychologique qui pesait sur eux était inhumaine. Oui, la pression médiatique. Exactement. Avant la VAR, un arbitre qui sifflait un pénalty injustifié dans un match décisif de Coupe du Monde pouvait voir sa carrière ruinée et subir des menaces terribles. La VAR vient alléger ce fardeau. Elle accepte que l'œil humain n'est pas infaillible, elle protège l'arbitre contre ses propres angles morts. Et pour en revenir aux blessures lors d'actions qui auraient dû être arrêtées, les statistiques médicales ne montrent pas d'explosion des blessures liées à ces actions poursuivies. C'est un inconfort visuel pour le spectateur puriste, je vous l'accorde, mais c'est le prix de la certitude. Le prix de la certitude, ou plutôt le prix de l'illusion de la certitude. Mais parlons d'un autre coup, culturel celui-là, qui est à mon avis le plus profond. Le football est le sport universel par excellence. La beauté de ce jeu résidait dans le fait que la finale de la Ligue des Champions se jouait exactement avec les mêmes règles et la même application que le match du dimanche matin entre deux villages. Une pelouse, un ballon, un arbitre au milieu. L'universalité des règles crée un lien continu entre la base amateur et le sommet professionnel. En introduisant la VAR, avec ses salles de contrôle bourrées d'écrans, ses opérateurs de lignes virtuelles et sa technologie de la ligne de but, nous avons scindé le sport en deux. L'argument de la cession culturelle revient souvent. Mais soyons honnêtes, le fossé entre le football amateur et le football professionnel d'élite existe depuis des décennies, bien avant la VAR. Que ce soit sur la qualité des pelouses, les crampons sur mesure, la préparation physique ultra scientifique, la nutrition ou les analyses tactiques par intelligence artificielle, le sport d'élite est un monde à part. Pourquoi l'arbitrage serait-il le seul domaine à devoir rester dans une approche artisanale sous prétexte d'universalité ? Les enjeux économiques, sociaux et même politiques d'un match de l'élite exigent des outils de l'élite. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise multinationale avec les outils d'une association de quartier. La comparaison avec la préparation physique ou les pelouses est intéressante, mais elle élude la nature de l'arbitrage. La préparation physique améliore la performance du joueur.
L'arbitrage, lui, définit la réalité même du jeu. C'est la constitution du sport. En changeant la manière dont les lois sont appliquées, en passant d'une évaluation humaine contextuelle à un audit technologique, vous modifiez le jeu lui-même. Vous créez deux sports distincts. Le football de VAR pour l'élite, un sport analytique, haché, procédurier, et le football originel pour les amateurs, fluide, instinctif et humainement faillible. Et ce qui est terrible, c'est que les supporters qui regardent le football d'élite à la télévision finissent par perdre la compréhension de la dynamique réelle du terrain. Ils exigent la perfection géométrique de la part du petit arbitre amateur de leur village. Ce qui entraîne d'ailleurs une augmentation des tensions et les violences le week-end, car la tolérance à l'erreur a été culturellement détruite par la télévision. C'est une observation sociologique forte. Et il est vrai que la fenêtre médiatique impose un standard d'infaillibilité qui redescend difficilement sur le monde amateur. La VAR a indubitablement modifié notre tolérance à l'erreur humaine. Mais ne pensez-vous pas que c'est le sens de l'histoire dans tous les domaines de la société ? Nous tolérons de moins en moins l'erreur quand la technologie permet de l'éviter. Et si l'on se concentre strictement sur la finalité du sport, qui est de déterminer le meilleur athlète ou la meilleure équipe selon un ensemble de règles données, l'assistance vidéo s'impose comme une nécessité absolue. Même si ça hache le jeu ? Oui, le jeu est plus haché, oui, les arrêts de jeu se prolongent. Mais l'histoire du football regorge d'équipes au talent immense éliminées de grandes compétitions par une grossière erreur d'arbitrage. Des carrières de joueurs brisées, des espoirs de nations entières anéantis à cause d'un angle de vue défavorable de l'arbitre central. La VAR vient colmater ces fissures majeures dans la crédibilité du sport. Invoquer le sens de l'histoire et de la société. Et c'est précisément ce qui m'effraie. Pourquoi le sport devrait-il obligatoirement mimer l'obsession de notre époque pour le contrôle total, la judiciarisation et la surveillance technique ? Le football, à l'origine, était un espace d'évasion, une parenthèse ludique en dehors de ces contraintes de la vie quotidienne. Si la finalité du sport n'est que de désigner froidement et cliniquement un vainqueur, alors oui, numérisons tout. Mettons des capteurs sur chaque joueur et remplaçons l'arbitre par une intelligence artificielle. On n'en est pas là. Mais c'est la trajectoire. Si la finalité du sport, c'est l'expérience humaine, la vibration collective, la passion et le récit, alors la VAR est une fausse route. Elle a rendu le football plus administratif que passionnel. Elle nous a donné l'illusion de l'équité au prix de la poésie de l'instant. Je crois que c'est un excellent moment pour rassembler nos pensées respectives sur cette question complexe. En écoutant vos arguments, particulièrement sur la distorsion créée par les ralentis ou la modification biomécanique des postures défensives, on comprend que la VAR n'est pas l'outil magique et parfait que certains espéraient à ses débuts. Néanmoins, ma position reste que cette évolution est le seul rempart viable pour protéger l'intégrité de l'ère moderne du football. Les enjeux sont devenus trop massifs pour s'en remettre à la seule perception instantanée et faillible de l'œil humain. Bien sûr, la technologie a introduit de nouvelles complexités sémantiques autour de l'interprétation des fautes et elle a rendu la célébration plus prudente, plus réfléchie. Mais au final, éliminer l'injustice flagrante, garantir qu'un but validé est un but légal, c'est protéger le travail des athlètes. C'est assurer que le talent et la stratégie décident du vainqueur, et non un coup du sort arbitral. Le sport a mûri et l'émotion s'est simplement adaptée à cette maturité. De mon côté, je maintiendrai que cette prétendue maturité ressemble beaucoup à une perte d'innocence dommageable. La quête de l'exactitude clinique, illustrée par ces lignes de hors-jeu tirées au millimètre avec des caméras imparfaites, ou par le décortiquage anxiogène de la moindre action litigieuse, a imposé une lourdeur procédurière sur un jeu qui brillait par sa simplicité. En voulant éradiquer la moindre erreur, nous avons profondément abîmé l'instinct. Le prix à payer pour réduire le nombre d'erreurs d'arbitrage est la perte de l'émotion brute, de cette joie immédiate et libératrice qui rassemble les foules dans un stade. Nous avons transformé le football en un laboratoire sous constante surveillance, sacrifiant l'âme de l'instant pour la satisfaction froide et technique d'un rapport certifié conforme. Ce qui ressort avec évidence de notre discussion, c'est que ce débat technique cache en réalité un conflit philosophique profond. Nous avons d'un côté la vision romantique, que vous défendez avec ferveur, celle qui chérit la fluidité, le hasard humain et accepte l'imperfection comme part inhérente du drame sportif, et de l'autre, la vision pragmatique et moderne, qui privilégie la rigueur, le contrôle et l'exigence d'une équité maximale face aux pressions contemporaines. Exactement. Ce sont deux paradigmes qui s'affrontent et qui façonnent non seulement la manière dont les règles sont écrites, mais surtout la manière dont nous, en tant que spectateurs, expérimentons le sport.
La technologie force le public et les acteurs du jeu à redéfinir leur contrat de confiance avec l'événement sportif. Et c'est une réflexion qui s'étend bien au-delà de la surface de réparation. Les documents que nous avons analysés offrent encore de nombreuses pistes pour creuser l'impact de ces technologies sur la dynamique des foules et l'évolution tactique. En refermant cet échange, l'interrogation centrale qui s'offre à chacun est claire. Face à la réalité du terrain, préférez-vous vivre une joie immédiate, viscérale, mais qui risque de s'avérer profondément injuste, ou acceptez-vous une joie retardée, suspendue, mais qui vous garantit l'équité de la victoire? La réponse appartient à la conception que chacun se fait du sport. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous.